André Berkoff, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et écrivain et vous avez écrit Donald Trump, les raisons de la colère. Première question, qui, il y a 2 ans, aurait pu suspecter que Donald Trump soit déjà investi candidat des Républicains pour la présidentielle de 2016 ? Alors, il y a 2 ans, personne. Et quand je dis personne, c'est vraiment littéral. Écoutez, c'est très simple. Il n'y a pas 2 ans. Il y a encore 8 mois, quand il s'est présenté en juin 2015, je suis allé le voir en février de cette année, il y a quelques mois. Et je me rappelle très bien que ici, les sachants, mes copains, la presse, les politologues, etc., et comme à New York, on dit « Mais qu'est-ce que tu vas voir Trump ?» Mais il va durer 3 semaines, il fait ça pour sa pub, il va être balayé dès la première primaire de l'Iowa, il n'a aucune chance, et vraiment, on ne comprend pas pourquoi tu fais ça, mais enfin, si ça t'amuse, vas-y. Est-ce que vous avez été impressionné par lui, et notamment sur le point intellectuel, on va dire, sur sa vision de l'Amérique, sur ses idées ? Impressionné, non, intéressé par son côté cash, brut de décoffrage, disant les choses comme elles sont, oui, et son côté de l'Amérique, oui, c'est-à-dire tout de suite et d'emblée. Par exemple, quand je lui ai dit « Votre mouvement, c'est quoi ?» Parce qu'il me parlait, il était surpris par l'ampleur du mouvement. Je rappelle qu'on est en février 2016. Donc, il m'a dit « Mon mouvement à moi, c'est Twitter, Instagram, Facebook. J'ai 15 millions de followers. » Et c'est la première chose qu'il a dit. Je lui ai dit « Attendez, mais ce mouvement, c'est pas des gens, ça, c'est des... » Mais justement, c'est-à-dire qu'il a introduit, on en parlera, la désintermédiation, l'ubérisation de la politique qu'il avait maîtrisée et qu'il a commencé à appliquer. Et justement, c'est quelqu'un qui marche à l'instinct politique, principalement, on va dire. Oui. Est-ce que vous trouvez qu'il a inventé une nouvelle manière de faire la politique ? Je ne sais pas s'il a inventé une nouvelle manière de faire de la politique. Ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, et ça je l'ai dit beaucoup dans mon livre et je l'ai découvert en faisant l'enquête, c'est que ça fait 30 ans qu'il s'y intéressait à la politique, mine de rien. Alors c'était effectivement le bâtisseur, non pas d'empire, mais de gratte-ciel, c'était le faiseur de terrain de golf, c'était le type de la télé-réalité, c'était le héros people américain, c'était une espèce de tapis à la puissance 1000, mais... Si vous regardez bien, à divers moments, il s'est dit, il a fait des pages, publicitaires dans des journaux dès 87 en disant ça va pas, l'Amérique va pas, etc. Et l'impression qu'il avait, et là il a sauté le pas là, mais ça fait des années et des années qu'il y pensait. Une nouvelle manière de faire de la politique, je ne sais pas. Une nouvelle manière d'aborder la politique, oui, parce que parlant directement aux gens et touchant un air américain. Si vous voulez, c'est la première fois que quelqu'un qui est hors d'establishment arrive aussi loin. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire américaine. Jamais. Et ce, malgré des dérapages, on va évidemment en parler. Bien on sûr. a quelques images pour en parler. Il y a évidemment, dès son premier discours, les propos contre les immigrés mexicains, qu'il a appelés des violeurs, le mime ensuite d'un journaliste handicapé. Il y a eu aussi la phrase contre John McCain qui a fait beaucoup de bruit. Selon Trump, John McCain n'était pas un héros militaire, ou alors il l'était uniquement parce qu'il était fait prisonnier. La critique contre la famille Khan, qui a fait beaucoup de bruit. Le fils est mort au combat et il parle de la mère du soldat qui était trop silencieuse à son goût. Et enfin de la journaliste un peu trop incisive qui avait, d'après Megyn Trump, Kelly. voilà, probablement ses règles. Malgré tous ces dérapages, ces expressions maladroites, ces propos sexistes, etc., on a l'impression que son électorat lui a tout pardonné. Pourquoi, Oui. à votre avis ? Pour une raison très simple, ils ont considéré, eux, ils ont fait la hiérarchie des intérêts et de ce qui est important. Ils trouvaient que ce qu'il disait Trump sur le fond était beaucoup trop important pour que ça soit arrêté par quelque chose qu'ils considéraient, à tort ou à raison, mais à mon avis à raison, pour, je ne dirais pas des anecdotes, mais quelque chose de moins important. Il faut quand même rappeler, et Dieu sait s'il peut être, et moi je suis absolument critique envers ces beaufries sexistes et ces dérapages, parce que c'est assez ridicule d'ailleurs que quelqu'un ne se maintient pas. Il y a notamment aussi sur John McCain, où là ça a vraiment heurté tout à fait. l'Américain. Pour moi, c'est il faut le dire, pardon l'expression, c'est une connerie. On ne traite pas John McCain, qui a été prisonnier des Viet Cong et qui a été torturé et qui est resté parce que ses soldats n'avaient pas été libérés, on ne le traite pas comme ça, c'est grotesque. Donc, c'est un type qui est totalement capable de déraper. Mais la grande différence, si vous voulez, c'est que justement, il a en tout cas touché du doigt, senti, et a été la caisse de résonance de millions et de millions d'Américains de la classe moyenne qui ne savent plus où ils sont, qui ont été abandonnés par profits et pertes. Et si vous voulez, on a beaucoup parlé de la France périphérique, eh bien Trump, c'est le héros de l'Amérique périphérique. Justement, c'est ça son grand talent, c'est qu'il sait parler des problèmes
que les autres politiciens n'osent pas aborder. Voilà, et directement, et en cash. Mais il y a toujours un point d'interrogation sur les solutions ensuite qu'il propose. Il y a un exemple assez concret, c'est l'islam radical. C'était l'un des premiers, on va dire, à parler d'islam radical, alors qu'Obama... à le formuler. Voilà. Alors qu'Obama, jusqu'à présent, n'a pas dit un mot. Et il critique Obama pour ne pas le faire. Mais ensuite, dans la solution, c'était complètement différent. On va regarder un extrait. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Alors ça, c'est effectivement... Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez écouté ça? Moi, je trouvais tout à fait, je dirais presque grotesque et tout à fait lamentable. On ne peut pas dire les musulmans vont être interdits ces jours. Les musulmans, c'est pas les islamistes radicaux. Au-delà de l'aspect moral, il y a l'aspect juridique. On ne peut pas prouver sa religion. Au-delà de l'aspect moral, de l'aspect juridique, non, on peut, mais enfin, c'est pas ça. Simplement, et d'ailleurs il l'a corrigé, ce qu'il voulait dire, c'est qu'on ne peut pas non plus laisser rentrer tout le monde de partout, et on voit très bien en Europe ce qui se passe avec un certain nombre de bons petits djihadistes qui rentrent sous le couvert d'immigrants. Mais combien écoutent cette justification et combien sont restés sur cette première phrase? Alors, vous avez tout à fait raison. Je crois que c'est quelqu'un de totalement excessif. Il s'exprime parfois comme un Éric Moyen, ce qu'il ne devrait pas faire, parce que quand on est candidat à la présidence de la République, il faut quand même surveiller son langage, ce qu'il ne fait pas. Ça, c'est clair. Moi, je l'avais senti, mais ce qu'il ne fait pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là-dedans, il y a quand même beaucoup aussi de bon sens et des réalités auxquelles les Américains sont attachés. Et c'est pour ça qu'ils sont proches de lui. Est-ce que vous connaissez la loi de Brandolini? C'est une loi un peu particulière. Elle a un autre nom, c'est le principe d'asymétrie des idioties. Et elle a été inventée par un programmateur italien. La formule est très simple. La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des idioties est supérieure à celle nécessaire pour les produire. Et est-ce que ça ne résume pas finalement la stratégie Trump, à savoir, je vais dire tout ce qui me passe par la tête, que ça soit vrai ou faux, et forcément que tout ne va pas être démenti parce que ça prendrait trop de temps finalement. Oui, non, c'est pas du tout cette théorie de ce spaghetti al dente, ça, qui me paraît, oui, amusante, mais enfin, ça va pas très loin. Non, sa théorie, elle est, je dirais, presque plus cynique que ça. Je veux faire le buzz. Comment je fais le buzz? En dépensant le moins d'argent possible, parce qu'il est propriétaire de ses sous. Si vous voulez, sa campagne a coûté 4 fois moins que celle d'Hillary Clinton. Il faut bien voir ça. Hillary Clinton a dépensé avec ses très généreux donateurs 400 à 500 millions uniquement dans la publicité. Non, mais lui on parle a dépensé de fond, 50 millions. Là, vous me parlez de quand même. On parle de fond. Mais ce qu'il dit dans ses solutions, ce qu'il dit dans ses oui, meetings. Mais le mur, par exemple, vous parlez de ça, puisqu'on va reprendre les musulmans, parlons du mur. Le mur a élevé au Mexique et les Mexicains paieront. Bon. Il sait très bien que les Mexicains ne paieront pas. À la limite, s'il fait le mur et les présidents, ce n'est pas les Mexicains qui paieront. En même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le buzz. Et ce n'est pas un truc uniquement communicant. C'est-à-dire que pendant une semaine, on ne parle que de ça. Et ça, si vous voulez, les gens qui sont victimes des gangs, il faut aller à Ciudad Juárez et tout ça, de voir des gangs, des narcotrafiquants, etc., où il y a un vrai problème, il faut le savoir, eh bien ces gens-là sont sensibles à ça. Mais ensuite, Trump se propose comme candidat de l'antisystème, parce que justement le système, d'après lui, qui a vu des présidents républicains et démocrates depuis des décennies, les politiciens ne tiennent pas leurs promesses. Et là vous me dites, il promet un mur en sachant parfaitement qu'il ne sera pas construit. Pas du tout. Il promet un mur en sachant parfaitement, écoutez-moi bien, que les Mexicains ne le paieront pas, mais lui le construira. Donc que les Américains paieront pour ça, alors qu'il a juré que ce n'était pas le cas. Il y a une notion de promesse. Bien sûr. Au final, le cycle va se répéter. Peut-être que le système est meilleur que l'antisystème. D'abord, soyons clairs sur le système. Il fait partie du système, d'une manière ou d'une autre. Le système qu'il a fait. Il est quand même un milliardaire américain qui travaille en système. C'est pas un outsider, c'est pas un marginal venu des frontières du Mexique. Simplement, c'est vrai qu'il ne fait pas partie de l'establishment. C'est très important. Il faut bien voir que dès le départ, l'establishment républicain, je ne parle même pas des démocrates, bien sûr, le haïssait et le hait. C'est-à-dire que lui, il n'est pas néoconservateur. Quand on parle de programme, lui, les grands travaux, le rapatriement des sociétés américaines dans les paradis fiscaux qui se monte à 2000 milliards de dollars, 2 trillions de dollars, il le fera s'il est président. C'est-à-dire que l'arrêt des accords de libre-échange, il est violemment contre. Alors que la théorie conservatrice américaine, c'est laisser faire, laisser aller, vive le marché, vive le libre-échange, qu'avait adopté Hillary Clinton avant de se récuser après. Donc, si vous voulez,
il contourne sur sa droite et sur sa gauche. C'est un programme qui se rapproche beaucoup du New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Donc il y a quelque chose qui... Et puis... Mais on ne parle plus beaucoup de Trump pour son programme économique, on en parle beaucoup plus maintenant pour le personnage Trump. Mais parce que, évidemment, le personnage Trump déborde tellement. Mais on dit qu'il n'a pas de programme économique, c'est pas vrai. Non. Dès le début, il a dit je serai le président qui créera le plus de jobs aux États-Unis. Par exemple, Wall Street. Mais maintenant, il n'a plus le temps d'en parler puisqu'il doit, à chaque discours et à chaque interview, répondre sur les frasques. D'où les élections américaines du 8 novembre seront un référendum pour ou contre Trump. S'il perd cette élection, oui. Vous diriez qu'il lui a manqué quoi ? Il lui a manqué, je dirais d'abord, l'expérience du débat politique et la maîtrise. C'est clair que dans ce genre de choses, moi j'ai bien vu hier, j'ai assisté au débat, en tout cas au 3e débat, il y avait des fenêtres de tir pour lui permanentes qu'il n'a pas utilisées. C'est-à-dire que primo, il n'est pas rompu vraiment au débat, il découvre la politique alors que... À 70 ans. Oui, à 70 ans, exactement. C'est ça qui va... Mais vous savez... Moi, je vais vous dire, la relative estime que j'ai pour cet homme, c'est qu'il aurait pu très bien jouir de ses milliards, rester dans continuer à faire ses gratte-ciel et etc. Il y allait sachant très bien que la politique, c'est un art de tueur, beaucoup plus que le business. On tue beaucoup plus en politique qu'en business. Donc, il y est allé, c'est déjà pas mal. Et surtout, je dirais que s'il perd, en tout cas... Pour le Parti républicain, comme pour beaucoup de choses, je crois quand même que des choses ont changé et que la table a été renversée. On parle beaucoup du phénomène Trump aussi parce qu'il fait écho à des situations qu'on retrouve en Europe, un repli sur soi, un protectionnisme. Comment vous analysez cette symétrie entre les deux situations ? Eh bien écoutez, moi j'analyse pour être très simple. Vous savez, il y a eu quelques livres de Christophe Guilluy, on a beaucoup parlé de la France périphérique. Trump, c'est le héros AUT et OS de l'Amérique périphérique. Et c'est vrai qu'on va, parce que je me suis vraiment baladé, nous on connaît New York, San Francisco, etc., la Silicon Valley, ou Miami, mais vous allez à Detroit, vous allez dans l'état de ville, vous voyez l'état des routes, vous voyez l'état des aéroports, vous voyez l'état des gens qui vivent vraiment sur des food stamps, vous savez, les bons, etc. Vous voyez même les Afro-Américains, etc., on dit ça va beaucoup mieux depuis Obama. C'est pas vrai. Donc, il y a un véritable malaise d'une classe. Et n'oubliez jamais, le rêve américain, c'était quoi ? C'était la tête des possibilités. Vous aviez là-bas, vous allez vous élever... On devient millionnaire en une seule... Voilà. Je traverse le Rio Grande et je deviens millionnaire. Bon. Ça, c'est une image qui s'est effondrée. Je ne dis pas qu'elle est fichue. Et le rêve américain, ça a toujours été ça. Justement, il y a Olivier Piton, qui est président de la Commission des lois de Français de l'étranger, qui a écrit quelque chose de très intéressant en septembre 2015 déjà. Il disait « Quoi qu'il dise ou fasse n'a plus d'importance, Trump ne s'appartient plus, il appartient désormais à cette population anxieuse et en colère. » C'est intéressant de se dire qu'au final, Trump n'est plus si important que ça, peut-être, dans cette population. Tout à fait, non. Trump est important en tant que porte-parole. Je suis tout à fait d'accord, j'ai lu le livre d'Olivier Piton. Mais comme il va probablement perdre. Mais comme il va probablement perdre, alors est-ce que lui, je ne sais pas, est-ce qu'il va rester dans l'arène quand même ou pas ? Je n'en sais rien. C'est important de savoir ça, parce que si jamais il abandonne la politique, il va y avoir un sentiment d'abandon de toute cette classe américaine qui s'est intéressée pour une fois à la politique et qui va peut-être le lendemain de l'élection se dire « Ah ». Mais mon pari, et je peux me tromper complètement, c'est la nature ayant horreur du vide, il y a d'autres Trump qui vont arriver, ou en tout cas des gens qui vont émuler. C'est-à-dire cette campagne, encore une fois, n'aura pas été un coup d'épée dans l'eau. Je crois qu'elle va laisser des traces très profondes et ne pas oublier aussi que Hillary Clinton est détestée par la moitié du peuple américain, y compris les gens qui n'aiment pas Trump. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens, par exemple des électeurs de Bernie Sanders, qui, rappelez-vous, avaient des millions de jeunes derrière lui. Et je peux vous dire, je ne suis pas un sondage IFOP ou Sofres ou autre, mais je peux vous dire que eux, ceux que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré quand même quelques-uns, quelques dizaines, aucun ne votera Hillary. Ils ne vont pas voter Trump, mais ils ne voteront jamais Hillary, qui pour eux sont... Vous parlez de candidats républicains qui vont combler ce vide ? Ou de candidats hors système ? Le pari, je vais vous dire, le pari en fait de Trump dès le départ, et on verra, c'est, voilà, 50% des Américains, comme vous le savez, votent traditionnellement aux élections, y compris les élections présidentielles. Ils sont 50 à 55. Son pari, c'est qu'il a fait une campagne tellement atypique, tellement outrancière et tellement différente que 10% de ces abstentionnistes traditionnels iront voter pour lui. Si c'est vrai, il gagne. Si c'est pas vrai, si c'est as usual, les 50%, il perd. On va enfin finir sur Clinton, justement, Hillary, qui va probablement donc devenir présidente, mais qui devra parler à ces 40% peut-être d'électeurs qui ont voté Trump. Est-ce que, votre avis, c'est réconciliable, cette Amérique, avec
Hillary Clinton? Ça va être difficile. N'oubliez jamais qu'elle a parlé que la moitié des électeurs de Clinton, et elle, dans son cœur, c'était un cri du cœur, elle disait c'est des déplorables, des méprisables, sexistes, Justement, racistes, je voulais vous montrer homophobes. cette citation, effectivement. Où elle dit, vous pouvez mettre la moitié des supporters de Trump dans ce que j'appelle le panier des déplorables. Tout à fait. Et ça, alors elle s'est excusée après, mais enfin c'est un cri du cœur. Vous savez, c'est comme les gens qui disent que les 6 millions de Français qui votent Front National sont tous à la droite d'Adolf Hitler, quoi. C'est-à-dire qu'on a 6 millions de Waffen-SS qui sont dans les rues de France et de Navarre. Cette espèce de grossier amalgame me paraît quand même assez grave. Et surtout, je crois que, honnêtement, quel que soit le vainqueur, ça va laisser des traces. Et si c'est Hillary devra s'expliquer, parce que ce ne sera pas fini, sur ses emails, sur ses donateurs de la Fondation Clinton et sur tout ça. Et elle va Vous pensez que cette rupture entre l'électorat Trump et Hillary Clinton peut dégénérer? Je ne dirais pas que ça va être la guerre civile. Je dirais en tout cas que si les mots MAUX de l'Amérique ne sont pas vraiment pris par les cornes, comme on dit, et occupés, je pense que ça peut dégénérer, oui. Merci beaucoup André Barkoff d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.